En manchette ce soir, bilan positif du transport en commun gratuit à Rouyn-Noranda. L'achalandage a augmenté de 40% en moyenne. Déjà, on voit une augmentation de l'achalandage. On est bien heureux de ça. Des organismes communautaires d'ici préoccupés à l'aube de l'adoption du projet de loi 15. Et les constats du forestier en chef du Québec inquiètent des entreprises forestières de la région. Les feux nous ont privés collectivement de la matière première pour bâtir au moins 13 000 maisons neuves par année et on en bâtit 40 000 au Québec à tous les ans. Bonsoir tout le monde et bienvenue parmi nous. L'état des routes, on le voit, s'est détérioré aujourd'hui alors que de la pluie s'est mêlée à de la neige et ça a transformé un peu la chaussée en patinoire par endroits. Et c'est ce qui a sans doute causé une sortie de route vers 16h15 sur la 117 à proximité du kilomètre 588 près de la sortie de Montbrun. Une camionnette de type 4x4 a effectué quelques tonneaux avant de s'immobiliser dans le fossé. Le conducteur, qui était seul à bord, aurait, selon la Sûreté du Québec, été légèrement blessé et transporté par la suite par ambulance par mesure de précaution au centre hospitalier. Donc, soyez prudents, la circulation pourrait être perturbée tant par la présence des véhicules d'urgence que des remorqueurs. Et ça fait déjà 6 mois que le service de déplacement par autobus est offert gratuitement à Rouyn-Noranda. Et la ville remarque une augmentation de l'achalandage et poursuit ses efforts pour attirer encore plus d'usagers. Les détails avec Alexandre Cabana. Déjà, on voit une augmentation de l'achalandage. On est bien heureux de ça. Seulement 6 mois après le début du transport en autobus gratuit à Rouyn-Noranda, l'achalandage enregistre une hausse de plus de 30 %. Des nouvelles encourageantes pour le seul service d'autobus de ville de la région qui avait connu des temps difficiles ces dernières années. C'est un beau service. Puis, c'était une décision politique, mais aussi écologique. À l'ère là, des changements climatiques, le prix de l'essence et tout ça, on trouve vraiment que c'est une belle solution. Je dirais qu'avec la gratuité, là, on voit vraiment une montée en popularité pour notamment la population étudiante, les travailleurs. Bien, ça fonctionne et je pense qu'il y a encore de la place pour que ça fonctionne encore plus. Puis présentement, bien, là, c'est vrai que l'essayer, ça coûte rien. Donc, il n'y a pas meilleur moment que présentement pour essayer le service d'autobus de ville. Le groupe Autobus Maheu s'est récemment vu octroyer par la ville le contrat pour doubler les heures de service et remplacer les 2 autobus par 5 minibus. La desserte des quartiers Granada et Évin en périphérie du centre urbain sont d'ailleurs toujours dans les cartons pour l'an prochain. Plus d'autobus, finalement, avec des trajets plus rapides, plus efficaces. Et effectivement, des véhicules minibus, donc plus petits un peu. Ça demeure des véhicules de type d'autobus urbain, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans notre jargon des planchers bas, qui facilitent l'accès pour les personnes qui peuvent avoir une mobilité réduite. Là. Déjà passé les commandes pour les véhicules. Et même si on est plusieurs mois à l'avance, le contrat prévoyait une mise en œuvre du nouveau service au 1er juillet, mais on sait déjà que le fabricant ne pourra pas assurer la livraison à cette date-là. J'ai entendu des parents dire l'autre jour, on a fait l'expérience avec nos enfants. Bien, ça a été génial. Alors, j'invite vraiment les gens. La ville de Rouyn-Noranda confirme qu'elle fera le point sur son service d'autobus au mois de mai prochain, notamment concernant son efficacité. Reste à voir d'ici là si les gens seront de plus en plus nombreux à tenter l'expérience. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. Et à la question du jour, on vous demandait, souhaitez-vous une plus grande offre de transport en commun dans votre secteur? Vous avez répondu oui à 60 %. En santé maintenant, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a déclaré récemment qu'il souhaite adopter son projet de loi qui vise à réformer le système de santé au Québec en décembre, mais qu'Emilia, le réseau Vigilance de l'Abitibi-Témiscamingue, oui, tire à nouveau la sonnette d'alarme et craigne les impacts de cette réforme. Tout à fait, Mélissa. De plus en plus de groupes tentent de faire reculer le projet de loi.
D'un côté, le ministre Dubé parle d'un projet qui va renouveler l'encadrement du système de santé et de services sociaux afin de le rendre plus efficace. Et de l'autre, plusieurs organisations communautaires et syndicales craignent des conséquences désastreuses au niveau de l'accessibilité et qu'il ne soit pas adapté aux régions éloignées comme la nôtre. Mélissa, je le rappelle, le projet de loi comprend environ 300 pages et près de 1200 articles. Donc, c'est un peu ce que reproche le réseau Vigilance. Selon eux, c'est un gros dossier qui doit être évalué sans précipitation pour s'assurer qu'il tienne bien compte de toutes les particularités. On trouve que c'est un projet de loi très volumineux qui va très rapidement. Le processus est antidémocratique. Les consultations, c'est pas tout le monde qui a pu s'exprimer. On craint que les organismes soient de plus en plus intégrés dans le réseau, le système de santé et de services sociaux et que dans ces cas-là, ça aurait une atteinte à leur autonomie. Mais Kémilia, quelles actions ont été prises jusqu'à maintenant pour tenter de freiner le projet de loi? Le réseau Vigilance a rencontré le député de Rouyn-Noranda, Daniel Bernard, plus tôt la semaine dernière. Monsieur Bernard n'a pas été en mesure de nous accorder d'entrevue aujourd'hui, mais il nous a toutefois fourni une déclaration dans laquelle il dit qu'il était heureux de rencontrer les groupes communautaires, mais que selon lui, le projet de la loi 15 ne va pas affecter l'autonomie des organismes communautaires ni leur financement et que comme chaque centre hospitalier va dorénavant avoir un directeur, on parle plutôt de décentralisation dans chacune des MRC. Mais ça n'a pas rassuré entièrement les groupes inquiets par la réforme. On se rappelle, le ministre veut créer Santé Québec avec des gestionnaires dans les différentes régions, mais ces gestionnaires-là, ils n'auront pas réellement de pouvoir puisqu'ils seront nommés par Santé Québec. Et donc, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont être redevables à qui? Bien, à leurs gestionnaires de Santé Québec à Québec et non envers la population de la région. On écarte en plus dans ce projet de loi-là toute la question des déterminants sociaux de la santé. Et donc, on utilise encore une fois la santé, on utilise les méthodes Lean et Toyota, donc les méthodes de calcul pur et dur de production dans un réseau qui devrait d'abord être centré sur le patient et sur les impacts que les actions ont sur la population, sur les patients, ce qui est pas le cas. Donc, Mélissa, le réseau Vigilance de l'Abitibi-Témiscamingue continue de demander l'appui des élus régionaux pour tenter de faire reculer le projet de loi qui, rappelons-le, pourrait être adopté d'ici le mois prochain. Effectivement. Merci, Kémilia. Au plaisir. Dans le dossier des feux de forêt maintenant, et les recommandations du forestier en chef à la suite des incendies de cet été qu'on a connus fait réagir dans la région. Et même s'il s'agit d'un exercice qui n'est pas surprenant pour les entreprises d'ici, celles-ci s'attendent quand même à des impacts importants sur l'industrie. Johan Carrière. Après les feux de forêt historiques de l'été dernier, le forestier en chef recommande notamment la diminution des possibilités forestières, particulièrement en Abitibi-Témiscamingue et dans le nord du Québec. Une recommandation qui n'est pas surprenante selon l'entreprise Papier Excellence qui possède produits forestiers résolus. C'est directement en lien avec l'ampleur des feux. Quand on regarde l'ampleur de ce qu'on a connu là, en matière de phénomènes là, de sinistres en 2023, on savait que la possibilité forestière allait diminuer fortement. Aujourd'hui, difficile pour nous là, de prévoir quels seront les impacts réels au niveau opérationnel. On ne veut pas spéculer non plus à ce stade-ci. C'est plutôt l'état de la situation qui constitue un choc pour les entreprises forestières. Les milliers d'hectares brûlés et l'optique d'une régénération partielle de la forêt doivent être une source de préoccupation, selon Chantier Chibougamau. Les feux nous ont privés collectivement de la matière première pour bâtir au moins 13 000 maisons neuves par année et on en bâtit 40 000 au Québec à tous les ans. Donc, c'est majeur comme équivalence, comme portée. Une rencontre avec le ministère des Ressources naturelles et des Forêts pour parler de la suite des choses est également attendue par les deux entreprises. Chantier Chibougamau estime notamment qu'il y aura des impacts majeurs sur l'industrie forestière et qu'il faut donc que les parties concernées se mettent en mode solution. Il est urgent qu'on retourne à la planche à dessin et qu'on repense la gestion des choses. C'est vraiment si une centrale hydroélectrique était passée au feu, qu'est-ce qu'on se dirait? Est-ce qu'on se dirait, mon Dieu, c'est plate, il y a des gens qui vont perdre leur job? Ou on se retrousserait les manches pour dire, bon, on va la rebâtir encore mieux qu'elle était auparavant parce qu'on en a besoin pour apporter la meilleure réponse possible à nos besoins collectifs. Ça vient en fait renforcer l'importance d'avoir ces consultations-là sur l'avenir de la forêt, d'avoir tous les usagers du territoire assis à la même table pour discuter de l'avenir de la forêt, voir comment on veut aménager le territoire dans le futur et puis s'assurer là, que tous les usagers et les bénéficiaires du territoire là, puissent en tirer bon compte. Yoann Carrière, RNC Nouvelles. Et c'est au tour du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue de joindre le mouvement de grève entamé dans la province.
Une dizaine de cégeps membres du syndicat des professionnels du gouvernement du Québec seront en arrêt de travail le 14 décembre prochain. Et comme les travailleurs du Fonds commun, les psychologues, aides pédagogiques, sexologues et travailleuses sociales sont sans contrat depuis maintenant 1 an, la SPGQ, dont les membres ont voté à 82% pour la grève, déplore la fermeture complète de Québec à la table des négociations. Je vous parlais d'écarts salariaux avec les autres secteurs. On a encore là, tout frais du jour un rapport de l'Institut de la statistique du Québec qui compare notamment les réseaux, le personnel du réseau public québécois. Et ils font la distinction par catégorie d'emploi. Et ce qu'on constate, c'est que pour les professionnels que nous représentons, c'est 15% de moins. Dans le monde municipal maintenant, Hautier-Nord n'est officiellement plus sous l'administration provisoire de la Commission municipale du Québec. 4 nouveaux conseillers ont été élus sans opposition la semaine dernière, donc aucune élection n'aura lieu le 17 décembre prochain. On rappelle quand même que la Commission municipale du Québec avait mis en administration provisoire la municipalité à la fin du mois de septembre, après que 4 conseillers aient démissionné. Et on reste dans le monde municipal puisque sans maire depuis août dernier, des élections auront lieu le 3 décembre prochain à la Verlochère-Anglier. Normand Bergeron, Ronald Barry et Joey Golinski sont les 3 candidats qui tenteront de remporter la mairie. De leur côté, David Bergeron, Micheline Marcotte, Manon Perron et Francis Bernard se présentent à titre de conseillers. On rappelle que la municipalité avait été placée sous tutelle de la Commission municipale du Québec après la démission du maire Daniel Barrette ainsi que de 3 conseillers. En économie, Groupe Armature Trépanier a annoncé dernièrement un investissement de 9 millions de dollars pour la construction d'une nouvelle usine d'armature nationale. Kimberly Hall était sur place à près d'1 mois avant la fin des travaux. Pour accroître sa capacité de production et fournir à la demande grandissante en raison du secteur minier dans la région, une usine d'environ 22 000 pieds carrés est en construction depuis l'été dernier à quelques minutes du bâtiment actuel d'Armature nationale. Près de 25 travailleurs sont sur le chantier pour finaliser la nouvelle usine. Jusqu'à maintenant, il y a eu peu d'imprévus selon le chargé de projet, Ghislain Gagnon. Du côté de l'usine, l'électricité va très bien. On est en train d'installer les ponts roulants. Le technicien est ici cette semaine. Après ça, la semaine prochaine, on met le chauffage, puis après ça, on va être capable l'usine va être prête à opérer. Après les fêtes, l'équipement rentre, puis tout va être prêt à mettre en fonction pour la fin du mois de janvier. Les prochaines étapes à venir sont aussi de planifier le déménagement d'équipements et coordonner l'arrivée de nouveaux appareils. Il y a le branchement des machines, puis il y a tout le changement des opérations, parce qu'on était une usine actuellement qui opérait à l'extérieur et intérieur. Maintenant, ça va se faire 100% à l'intérieur. Fait que de développer les nouvelles techniques de chargement, de production et de tout jumeler ça, ça va être un beau défi pour 2024. De mettre tout ça en œuvre, puis d'aller de l'avant, puis dans l'optique de doubler notre production annuelle. Une vingtaine d'emplois va se créer également lorsque la nouvelle usine sera en fonction. Avec cet agrandissement, Véronique Trépanier, future coprésidente, souhaite que l'usine puisse participer à de plus gros projets. Parfois, on avait des travailleurs de Québec ou du Saguenay là, qui allaient prêter main forte là, au projet dans la région de l'Abitibi. Fait qu'on fait vraiment tous les types de projets. On peut faire des tours à condo, on peut faire des hôpitaux. Présentement, on finit l'hôpital Enfant Jésus à Québec, on commence l'hôpital Vaudreuil-Soulanges à Montréal. On peut faire des barrages, dans la région de l'Abitibi, on a fait le chevalement en béton à la mine Odyssée à Malartic. Un autre changement important s'amorce pour le mois prochain. Laurent Trépanier cède sa place en tant que président pour laisser ses 2 filles, Véronique et Sabrina, prendre le relais de Groupe Armature Trépanier. Kimberly Hall, Arrêté Nouvelles, Rouyn-Noranda. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Vous désirez bien planifier vos investissements ou l'étude de vos enfants? Profitez de la valeur de nos conseils afin de sécuriser votre futur. GFM Groupe Financier. Au-delà de la finance, il y a vos rêves et vos projets. Vous voulez tout connaître concernant la première édition des prix Régal? Eh bien, je vous conseille de rester des nôtres. Je vous donne tous les détails tout de suite après la pause. Les
Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le 25 novembre se tenait la 4e édition du marché Noël d'Abitibi-Ouest, permettant à 68 créateurs et producteurs, dont 7 jeunes, d'offrir à la population des produits de grande qualité tout en ayant une diversité répondant à de nombreux besoins. L'achat de proximité soutient la création d'emplois, le développement de la diversité des entreprises et le dynamisme du milieu. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à Lassar et à Amos. C'est ce soir qu'a lieu la première édition des Prix Régal. Et d'ailleurs, Stéphanie, on vous retrouve sur place au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda. Oui, on s'attend à toute une soirée, surtout qu'on commence à voir pas mal de monde au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda, mes amis. Écoutez, c'est la première édition concernant les prix Régal qui récompensent les citoyens, les artistes, les organismes qui se sont démarqués. On a eu droit à un très bel accueil en arrivant. Écoutez, tapis rouge avec les drag queens Phoenix, Mockingbird ainsi que Madame Chose qui était là. On va ouvrir le bal également avec les rappeurs scolaires. Oui, les rappeurs scolaires formés de Guillaume Laroche et de Sébastien Jacques. Par la suite, on a le grand Michel Binette qui va s'assurer de l'animation aux côtés d'Isabelle Trottier. Tout ça sous l'ambiance de feu de DJ Mamilou. On vous attend. Il reste encore beaucoup de place. On a décidé de faire ça en grand, ici même, au Théâtre du Cuivre. On va avoir plein d'invités. Écoute, la salle est quasiment pleine. Il reste quelques billets encore. Ça fait que c'est une invitation. Fait que si les gens, ça vous tente, vous voyez l'entrevue, vous dites « Oh, je me demandais quoi faire, justement. » Venez nous rejoindre. C'est gratuit ce soir au Théâtre du Cuivre. Mais évidemment, on va offrir plusieurs prix. Hein. Le gala sert à ça, offrir des prix. Puis on va avoir 9 prix à offrir, dont artiste de l'année, bénévole de l'année, culture-éducation, culture-ruralité, bref, j'en passe, mais il y en a plusieurs. Et puis, tous les artistes vont être dans la salle. Et il y a des finalistes aussi. C'est pas assez merveilleux, ça? Je sais, tu dis, ben voyons donc, des finalistes dans un gala. Oui! Et Stéphanie, un nouveau documentaire fait beaucoup parler en Abitibi-Témiscamingue et met en plus en lumière une ville de chez nous. Oui, intitulé « Retour à Nord-Métal », on a voulu mettre en lumière la municipalité avec un documentaire 100% sonore. C'est quand même assez spécial, merci. C'est réalisé par Nicolas Lachapelle. On a mis en lumière la quête du réalisateur pour réapproprier ses racines dans la communauté. On aborde le contraste justement de la ville, le avant et le après, concernant la fermeture de la mine. Le documentaire sera présenté le 6 et le 10 décembre du côté de Québec et de Montréal. C'est vraiment une très belle manière de rendre hommage à l'Abitibi-Témiscamingue. J'ai entendu parler de Nord-Métal, moi, toute mon enfance, tu sais, comme de l'Eldorado perdu, le plus bel endroit sur Terre, puis de se déplacer là-bas sans ma famille. Je pense qu'il y a quand même une espèce de... Tu sais, ça reste un petit village qui a eu une période difficile, on va le dire quand même, dans les dernières décennies. Puis là, de me déplacer sur place avec mon oncle, avec son cousin, avec mon père, qui ont tous connu l'âge d'or de Nord-Métal, ben, on dirait que je le voyais puis je comprenais, tu sais. Au lieu de juste marcher dans des rues d'un petit village, je marchais dans l'histoire. Tu sais. Je le voyais, j'étais capable de l'imaginer, le cinéma, le sous-sol d'église, le resto. Et pour terminer, on a le marché de Noël qui fait son grand retour pour une 16e édition du côté du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue à Rouyn-Noranda. Ça va se dérouler le 2 et 3 décembre prochain. Mélissa, c'est une invitation pour dépenser nos payes ensemble. Parfait, on y va ensemble. Merci Stéphanie. C'est parfait, merci. Les Jeux olympiques 2024 de Paris arrivent dans quelques mois et l'heure est à la préparation pour la cycliste rouyn-norandienne Olivia Barry qui souhaite y participer avec l'équipe canadienne. Plus de détails dans un instant. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. 2024 est quand même une année importante pour la cycliste de Rouyn-Noranda, Olivia Barry. En plus de joindre une nouvelle équipe Movistar, la spécialiste du contre-la-montre vise maintenant de représenter le Canada aux prochains Jeux olympiques à Paris. Un reportage de Vincent Tremblay.
Olivia Barry en sera une deuxième saison sur le circuit professionnel. En 2024, elle pédalera sous les couleurs de Movistar, une équipe de pointe espagnole après un court passage chez UAE. Moi, je suis vraiment contente d'aller dans Movistar. J'avais déjà parlé avec eux l'année précédente, mais vu que Annemie, qui est une grosse star du cyclisme, était dans l'équipe, mon manager m'avait conseillé peut-être d'attendre qu'elle prenne sa retraite parce qu'on n'avait pas envie que j'avais pas mon opportunité pour faire des courses pour moi-même. La spécialiste du contre-la-montre a commencé son camp d'entraînement cette semaine en prévision de l'année la plus importante de sa carrière. Un camp d'entraînement exigeant pour l'athlète de 26 ans. Mon entraîneur il vient de m'envoyer ma semaine prochaine, qui va être 4 heures de vélo. La journée suivante, 3 heures avec gym, 4 heures de vélo, journée de repos, 4 heures. Fait que, des fois, ça ressemble à ça, mais moi, j'aime ça. Olivia Barry a plusieurs épreuves à son calendrier l'an prochain avec sa nouvelle équipe. Elle se concentre sur ses premières courses, mais son objectif est clair. Elle veut participer aux Jeux olympiques de Paris l'été prochain. J'ai mes espoirs d'aller aux Olympiques de Paris. L'équipe nationale, on dit qu'elle a sélectionné les filles le 4 juin, qui est extrêmement tard parce qu'il y a beaucoup de pays qui savent déjà qui envoie. Le Canada est l'un des rares pays à sélectionner ses athlètes aussi tard. Ce n'est qu'au mois de juin qu'Olivia saura si elle deviendra une Olympienne. Pour son père, pas question de rater le rendez-vous si sa fille y participe. On va regarder ça comme il faut. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'il faut que j'aille regarder. Où c'est qu'elle va être la course exactement, le contre-la-montre. On comprend que le Canada n'a pas encore confirmé qu'Olivia pouvait y aller, mais ils ont comme dit quand même de se préparer. Mais le Canada, c'est comme ça. Ils confirment à la dernière minute. Vincent Tremblay, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de la Sarre, capitale régionale du pick-up. À la météo, Stéphanie, est-ce que la tendance des averses de neige vont se poursuivre? Eh bien, je suis très heureuse de vous annoncer qu'on va avoir un petit répit de neige. On va avoir du soleil, des nuages. Et c'est quand même très bien en ce qui a trait ce soir et cette nuit. Pour l'Abitibi-Témiscamingue, on a quand même des nuages avec minimum de moins 16 degrés, moins 11 degrés pour le Témiscamingue avec quelques averses de pluie qui devraient cesser tard ce soir. Pour demain, on a du soleil en Abitibi avec moins 4 degrés. Ça se dégage au Témiscamingue avec un maximum de moins 3. Et un aperçu pour après-demain, on peut s'attendre à avoir du soleil pour l'Abitibi avec un max de moins 4 et alternance de soleil et de nuages pour le Témiscamingue avec un maximum de moins 3 degrés. Passez une excellente soirée. Merci Stéphanie. Et je termine avec les propriétaires du restaurant Tim Hortons, Mélinda et Marie-Christine Bordelot à Rouyn-Noranda et leurs invités qui ont contribué à récolter plus de 20 000 $ en soutien à l'organisme Ressourcerie Bernard Hamel et les cantines. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne soirée, puis on se retrouve demain.